Faire rentrer dans la loi, nos véhicules, c'est en même temps une forme de reconnaissance que c'est effectivement ni un gadget, ni un jouet, ni que c'est un effet de mode, etc. C'est un vrai moyen de se déplacer. Et le fait de créer un statut dans le code de la route, c'est une forme de reconnaissance. Après, il y a quand même des défauts majeurs dans le projet de décret. Je pense que tous les gens qui sont là sont à peu près d'accord sur ça. Limitation de vitesse par bridage un peu excessive, sur notamment un point qu'on n'a peut-être pas abordé, on a parlé beaucoup dans les villes, et du fait que les maires auraient le droit de statuer. Mais il y a aussi le hors agglomération, où aujourd'hui, quand il n'y a pas de piste cyclable, dans le décret, on prévoit qu'on n'aura pas le droit de rouler. Ça, je pense que tous les gens qui sont là ont forcément l'occasion de rouler dans des routes où il n'y a pas de piste cyclable et qui sont hors agglomération. Ça sera un vrai sujet débat. Et là où je vous rejoins, c'est que la parole des utilisateurs, elle est aujourd'hui pas entendue. Elle n'a pas de représentation vraiment coordonnée. Les 3 prochains mois, je crois, c'est vraiment que les utilisateurs se fédèrent, se structurent et aillent voir leur maire, aillent voir leurs députés pour faire entendre leur voix. Bonjour, rapidement, mon pseudo c'est Méline Multipass, je suis une youtubeuse qui fait des balades en gyroroue pour découvrir des paysages totalement hors agglomération. Et je me sers également de la gyroroue comme moyen de transport quasiment principal depuis maintenant 1 an. La voiture reste gentiment au garage pour toutes mes utilisations quotidiennes, aller faire les courses, aller boire un verre, etc., etc. Donc je ne roule plus en voiture, ou presque. Là, le projet de loi, effectivement, pour moi, il y a deux sujets à discussion totalement majeurs, dont un qui, pour moi, rendrait quasiment l'engin inutile, le mettrait définitivement au garage, c'est l'interdiction de circuler hors agglomération. Effectivement, à Paris, on peut tout à fait imaginer de ne rester que dans Paris, parce que c'est grand et il y a tout sur place, mais quand on est en province, bon, ici à Montségur, c'est un parfait exemple, on a fait le tour en 2 minutes, si on veut aller, je sais pas, à la poste en face, je sais pas si c'est une poste ici ou pas, ou à la pharmacie ou n'importe quoi, sur le village à côté, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on marche à pied sur la route après. Enfin, il y a vraiment un côté, je peux pas prendre mes petites ailes et m'envoler. Donc, mais l'interdiction me semble mettre un coup d'arrêt à une énorme partie des possibilités de ces engins qui vraiment ne sont pas des jouets. On avait des machines il y a quelques années qui pouvaient rouler à 15-20 km/h. Maintenant, on a des machines qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus sécuritaires et qui peuvent tout à fait avoir leur place sur une route au même titre qu'un vélo. Je veux dire, une vieille dame sur un vélo, on ne l'empêche pas de rouler hors agglomération, ou même un enfant de 8 ans, alors qu'il ne roule pas vite. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de savoir gérer son appareil, de ne pas rouler en zigzag, bien sûr. Ça, ce sont des comportements qu'on ne peut pas admettre, mais si on sait rouler en ligne droite et avoir un comportement respectueux, je pense que ces engins-là ne prennent pas plus de place qu'un vélo et ont tout à fait leur place sur la route. Et adossé à ça, effectivement, se pose alors la question de la vitesse. 20 km/h face à des voitures qui vous dépassent à 90, c'est vraiment très dangereux. Si on a la possibilité d'aller plus vite, je veux dire à 90, bien sûr, hein, on n'a quand même pas des voitures, mais peut-être d'atteindre les 35, 40, 45 sur nos machines, ça évite les dépassements avec un très grand delta de vitesse qui fait un grand souffle et qui nous déséquilibre. Alors, agglomération, c'est pas forcément plus sécurisé, parce que on entend par agglomération de panneaux d'entrée de ville à panneaux de sortie de ville. Bon, après, à nous éventuellement élus, de mettre les panneaux d'agglomération un petit peu plus reculés, qui permettraient effectivement de régler cette problématique. Bon, il est bien vrai que de toute manière, ces mobilités-là sont quand même nées en ville. Qu'on se préoccupe aujourd'hui et qu'on ait une réflexion qui tourne finalement autour de l'agglomération paraît assez logique. Si on veut développer ce type de mobilité, par exemple depuis Le Puy, où il y a une zone un petit peu résidentielle, ou même sur le haut de Montségur, où il y a des lotissements et autres qui ne sont pas forcément tous en agglomération, je crois que ça tombe sous le sens qu'il faut que cette réglementation permette à l'intérieur de cette zone-là, peut-être revoir la définition du périmètre aggloméré, ou laisser la possibilité aux maires, éventuellement, de statuer sur quelles voies peuvent effectivement être utilisées ou aménagées après demain en voie douce, puisqu'on est aujourd'hui dans le cadre de rédaction de plans locaux d'urbanisme à l'échelle communale ou à l'échelle intercommunale, dans lesquels on intègre également la possibilité de faire des voies douces, des pistes cyclables. Il convient aujourd'hui, compte tenu des orientations que l'on veut donner et avoir des modes de circulation qui soient plus propres, effectivement de permettre à ce qu'on puisse développer ce type d'alternative
parce qu'il est bien évident, moi je vois pas mal de gens là qui circulent en vélo, je dis putain mais ils sont vachement bons les gars. Enfin quand tu regardes un petit peu plus près le vélo, oui, ils ont tous une petite batterie. Donc finalement c'est aussi une mobilité électrique. Pourquoi le vélo équipé d'une batterie aurait-il d'autres droits, ou bien est-ce que ces droits vont être supprimés pour les vélos qui sont équipés d'une batterie? Bon, voilà, tout ça, ça reste à clarifier. Je crois qu'aujourd'hui on est embarqué dans ce débat où chacun essaye de donner sa position. Il y a quand même des questions de sécurité qu'il faut pas qu'on néglige, hein, parce que derrière il y a quand même la vie des gens, hein, c'est très important. Mais voilà, il faut que petit à petit on s'adapte. Mais je le redis et ça a été dit tout à l'heure, il faut que vous vous structuriez pour qu'on puisse entendre cette voix. Et moi je suis ravi de pouvoir entendre votre voix et vos préoccupations, parce que c'est comme ça qu'on peut les relayer. Ça sera peut-être donné à M. Lino. Oui, alors je me permets simplement, merci M. Lavergne, parce qu'effectivement c'est une question très importante de se rendre compte que le hors agglomération, c'est aussi une question de statut. Malheureusement, les pouvoirs de circulation et de police du maire qui vont être étendus avec la LOM, puisque enfin auparavant, les pouvoirs de police du maire ou l'intercommunalité maintenant pouvaient interdire la circulation un certain nombre d'engins, même si c'était hors code de la route. Maintenant, ils pourront aller autoriser, ce qui est une vraie nouveauté, il ne faut pas oublier. Le vrai problème, c'est que le pouvoir de circulation et de police du maire ne se fait que sur sa commune. Et c'est donc la grande question de savoir comment on va pouvoir remonter ce système donc, de gestion du plan local d'urbanisme à l'intercommunalité, ce qui permettra que sur les routes départementales, éventuellement, avec le décret, ça sera illégal, éventuellement pouvoir ces pouvoirs de police ouverts, où éventuellement il pourrait y avoir des autorisations. Le seul point où clairement ça n'existera pas, c'est sur la nationale, et ça c'est une question de statut malheureusement, parce que nous ne sommes pas malheureusement des cycles à pédalage assisté, donc ces fameux VAE jusqu'à 25, nous sommes considérés comme des véhicules terrestres à moteur, et malheureusement la classification qui est par ailleurs européenne nous empêche, en tout cas empêche le législateur avec toute la bonne volonté du monde, et je pense que pour autant, même Bérangère pourra le voir parce qu'on suit ces questions depuis longtemps, malheureusement, le gouvernement, quel qu'il soit, les sénateurs, en tout cas la représentation nationale, ne peut pas aller au-delà de la loi et ne peut pas aller trop vite. Le statut du 25-45, c'est une vraie question. Ce nouveau décret arrive, et c'est une vraie nouveauté, mais ensuite c'est là où le combat commence. Et comme dit M. Lavergne, et comme le point de Bérangère, qui même en tant que professionnel essaye de récolter la voix des utilisateurs, c'est que pour l'instant, il n'y a que certains professionnels, pas forcément légitimes, beaucoup d'acteurs qui parlent en leur nom et éventuellement au nom des utilisateurs. Le vrai problème, c'est que dans le cadre de la Commission nationale de la sécurité routière et des assises de la mobilité, il n'y avait pas de représentation des utilisateurs en eux-mêmes. Pour revenir sur le point du changement de paradigme en disant maintenant tout est interdit et les maires ou les collectivités locales ont le droit d'autoriser, est-ce que un département va prendre la responsabilité d'autoriser une départementale, sachant que s'il y a un accident, du coup, est-ce qu'elle aura une responsabilité? Est-ce que c'est pas du coup inversé? Enfin, est-ce qu'il faudrait pas mieux tout autoriser et laisser le droit d'interdire les voies dangereuses comme les nationales et certaines voies un peu rapides, plutôt que de faire dans ce sens-là? Et est-ce que vous croyez vraiment que les collectivités locales vont autoriser des départementales, etc., sachant que c'est leur demande de recartographier tout leur secteur? Je crois qu'on est vraiment au début d'un processus, mais vraiment au tout début. Ça fait, 60 ans qu'on est dans la route pour la voiture. Les routes, elles ont été faites comme ça. Elles ont été calibrées comme ça. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui nous offre une nouvelle possibilité. Tous les départements n'ont pas un réseau routier qui paie de la même façon. D'accord? Donc, on a également, on a vu, il y a depuis 1 an et demi, 2 ans, un rapport de force gentil, mais un rapport de force qui existe entre les collectivités territoriales et l'État, en disant c'est nous qui connaissons bien nos territoires, c'est nous qui savons ce que nous pouvons autoriser, etc. C'est aussi, en procédant de cette façon-là, de redonner du pouvoir à ceux qui nous en demandent tant. Donc, moi, j'ai été maire à un moment donné, je peux aussi me placer de ce côté-là, en disant, mais oui, mais moi, il y a peut-être des choses qui sont interdites au niveau national que je pourrais autoriser et j'en prends mes responsabilités. Bon, mais je crois qu'il faut le prendre de façon la plus décontractée possible. Tout le monde n'a pas le même équipement dans sa ville, dans son département. Il y a des départements où effectivement il y a des zones qui sont extrêmement bien équipées, en voie large, etc., où on peut imaginer des choses. Mais pensez bien qu'on est au tout début d'un processus et on ne pourra pas faire
autoriser d'un seul coup ces choses-là du jour au lendemain, d'autant que la population qui sera utilisatrice de ce moyen de déplacement, à mon avis, est amenée à croître. Donc il y aura un rapport de force qui va se constituer entre la voiture et ce type de mobilité. Il faudra aussi que les pouvoirs publics, dans les limites de leur capacité financière, parce que créer des équipements pour sécuriser aussi, ça coûte des sous, et donc c'est vos impôts, c'est nos dépenses publiques. Donc il faut trouver des bons équilibres, mais on est au début d'un rapport de force. Oui, un petit mot par rapport à tout ça. Bon, ce que je pense, c'est que on n'arrête pas la mer qui monte. Je pense que ça serait illusoire. Je crois qu'il faut accompagner véritablement ce mouvement. Ce que je n'ai pas entendu dans tout ce qui est évoqué, c'est l'aspect pédagogique. Je pense que plutôt que d'interdire, etc., ça risque de devenir vite compliqué. On sait très bien que quand on interdit les choses, le premier réflexe, c'est de parler interdit. Donc, je pense que je vais le contredire. Il y a quand même un gendarme qui vous écoute, faites attention. Mais je pense que il y a peut-être des formations, une sensibilisation à apporter en amont, ce qui serait certainement tout aussi efficace. On parle du coup à Monsieur Hilt. Est-ce que dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené parfois à verbaliser ou à croiser en tout cas des personnes qui utilisent ce type de Pour l'instant, non. Pourquoi? Parce que finalement, une certaine tolérance qui s'est mise en place, du fait d'une absence de cadre juridique, on fait pas ce qu'on veut, on verbalise parce qu'il y a des lois qui sont prévues pour ça. Et nous, notre travail, ça va être à l'instant T, de dire, alors dans le cas classique, on va dire, de la police de la route générale, mais qu'on fait pour des voitures, comme pour des cyclistes, de s'assurer qu'on fait bien dans les clous. Et puis, dans les cas les plus importants, c'est les accidents, graves, corporels, mortels, on va s'assurer des responsabilités. Et là, on ne pourra le faire que par rapport à la législation. Donc, il va sans dire que tout ce qui va se faire, du moment que de toute façon, là, les lois vont être mises en application, nous, il va falloir qu'on s'imprègne tout cela, et puis vous allez rentrer dans l'équation complexe de la sécurité. Je voudrais juste entendre Madame Bayard. Vous êtes distributeur, donc le décret aura un impact clair sur votre activité professionnelle. Dans quelle mesure, comment vous réagissez finalement à ce décret? Est-ce que pour vous c'est plutôt une bonne chose dans le sens où vous allez sortir de cette zone un peu floue? Et en même temps, est-ce que vous n'avez pas peur que les quelques restrictions qu'on a évoquées, c'est-à-dire le fait qu'on puisse pas circuler hors radio et le fait que la vitesse soit abaissée potentiellement à 20 km/h, comment ça peut vous impacter? Moi, j'entendais parler du rapport de force, de la marée qui allait faire... Sauf que là, en fait, en plaçant les barres là où ils ont placé, depuis jeudi, encore avant, c'était négociable et acceptable, mais tel qu'ils les ont placés, ils ont annoncé les placer il y a quelques jours, on rentre dans le domaine de l'intolérable. C'est-à-dire que, effectivement, à 25, on peut encore accepter. À 20, ça devient vraiment très compliqué. Et en plus, en plaçant des barres avec une amende de 5e catégorie pour un débridage, en impliquant les professionnels à hauteur de 30 000 € d'amende et 2 ans de prison pour débridage, personne va jouer à braver les interdits dans ces conditions-là. On n'est pas suicidaire non plus. On est souvent des PME, des TPE. On n'a pas les moyens de faire face à ça. Donc ça va forcément brider le marché pour le coup, et aussi favoriser des machines qui sont moins sécures. Inversement, en fait, les machines qu'on utilise, qui sont aujourd'hui capables d'aller à 35 ou 45, elles ont des freins bien plus importants, elles ont des roues plus grandes, elles ont des capacités de sécurité qui sont bien meilleures que les trottinettes de supermarché à 200 €, qui seront parfaitement conformes aux 20 km/h, mais qui seront dangereuses. Donc en fait, là, les mesures qui sont prises, elles sont contre-productives. Et c'est difficile à comprendre pour nous et pour les gens avec qui on discute, entre le discours qui est annoncé de favoriser ce mode de déplacement, qui offre bien d'avantages écologiques, économiques, etc. Et en même temps, la volonté annoncée de ne pas la brider, de favoriser son développement, et en même temps de mettre des mesures qui sont tout pour les empêcher. Je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, où il y a des inquiétudes de la part des professionnels. Comment voulez-vous qu'un député ou que l'ensemble des députés soit au courant des préoccupations des uns ou des autres si elles ne remontent pas?
Donc la question que j'avais envie de poser avant la vôtre à ma collègue ici de droite, c'est quelle est votre structuration aujourd'hui pour pouvoir faire remonter les choses? Je peux vous répondre. En fait, là, il y a au mois de novembre, on était au ministère de la Transition écologique. On a rencontré le principal conseiller en mobilité d'Elisabeth Borne. On lui a fait remonter exactement ce que je vous ai dit là, que pour nous, le 25 à bridage, c'était pas évident, le 25 par usage, c'était bien, et bridage à plus, voilà. On lui a fait remonter le hors agglomération, on lui a fait remonter on avait collecté l'année précédente les avis d'utilisateurs déjà sur le statut réglementaire, parce que le fait qu'on veuille une régulation, c'est aussi les utilisateurs qui la voulaient, la réglementation. Être une reconnaissance, savoir où est-ce qu'on a le droit de rouler, où est-ce qu'on n'a pas le droit de rouler. Et on avait fait une étude il y a 1 an et des bananes, où en fait, ce qui est remonté, c'était de vouloir être assimilé le plus à un cycle, comme pratiquement ce qui est là, sauf avec, voilà, être assimilé à un cycle, avoir les mêmes autorisations qu'un vélo. C'est pas non plus une demande excessive. Faudrait-il un syndicat ou quelque chose comme ça pour mieux équaliser C'est qu'on est bien souvent sous le feu d'une pression médiatique qui des fois nous empêche aussi de faire les choses d'une façon sereine et réfléchie, partagée. Aujourd'hui, c'est très lourd en plus de la faire évoluer la loi. Quand vous voyez, enfin finalement, on est en temps programmé pour cette loi LOM. Je crois que le temps programmé, il était de 30 heures, c'est quand même énorme. Enfin, 2700 ou 3000 amendements en hémicycle. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument abominable en termes de travail. Donc, il y a une deuxième lecture après que ce soit passé au Sénat. Moi, je vous le redis, je m'engage à essayer de faire en sorte que vous puissiez rencontrer mes collègues et la commission pour pouvoir faire remonter cette voie. Mais le préalable, structurez-vous. C'est vous avez tout à fait raison. Et après, on est là en discussion en tout à fait bonne intelligence. Je veux dire, le but, c'est pas du tout de créer du conflit, non, quoi que ce soit. Vous avez dit vous-même que on attendait un cadre, effectivement, et que ça pouvait évoluer, qu'on ne faisait pas toujours bien le cadre du premier coup. Je suis d'accord. Sauf qu'on a rarement vu dans l'histoire de notre pays que le cadre, il évoluait ok, on vous met une interdiction aujourd'hui, on vous met 20 km/h, et peut-être dans 1 an, on augmentera la vitesse. En général, on est plutôt dans le sens inverse. De ce travail de la LOM nous concernant finira dans au moins 3 ans. Et dans 3 ans, peut-être qu'il y aura d'ailleurs le statut 25-45. Et moi, j'aimerais simplement dire, encore une fois, que cette structuration des utilisateurs eux-mêmes, qui ont cette connaissance particulière du risque, c'est quelque chose que par exemple, que la DSCR cherche, la Commission nationale de sécurité routière, l'Association prévention routière, cherche aussi des référents techniques qui sont capables de pouvoir apporter cette solution-là. Et c'est simplement vous dire que ça n'est pas un ennemi de la représentation nationale, les méchants de LREM ou la République ou je ne sais enfin les Républicains ou autres. C'est simplement que les hommes politiques et la représentation nationale avant tout ne sont pas des représentants des lobbies. On a beaucoup parlé des lobbies, etc. Ils sont représentants simplement des personnes qui les ont élus. Parce que évidemment, vous avez des piétons, par exemple. Si beaucoup de monde connaît la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, enfin un certain nombre oui, mais qui est une rue très piétonne de Bordeaux, qui est extrêmement empruntée par beaucoup de piétons. Évidemment, le fait de rouler, enfin, ou d'évoluer dans cette rue en slalomant éventuellement au milieu des usagers piétonniers à qui on a donné cette rue depuis longtemps, il faut prendre conscience qu'il y a également un rapport de force qui va exister entre le papy et la mamie, qui va dire moi s'il y en a un qui me rentre dedans, comment je fais, que c'est le gamin qui échappe à la surveillance de ses parents 2 secondes, qui lâche la main au moment où il y a un gyropode qui passe et puis boum, il se cogne. Bon, enfin, ça peut arriver tout en marchant ou avec quelqu'un qui court aussi. On n'a jamais interdit aux gens de courir dans la rue Sainte-Catherine. Voilà. Donc on est obligé de tenir compte de tout ça et évidemment d'un dialogue qui va s'instaurer entre les différents utilisateurs d'un espace public. Ceux qui l'ont toujours fait depuis longtemps, qui doivent reconnaître qu'à un moment donné, il y a des nouvelles technologies, on doit partager l'espace, mais il faut qu'on le partage intelligemment et sans se foutre sur la figure, quoi. Voilà. Et puis après, la problématique en fait de ce type
de mobilité, c'est qu'elle a vocation à aller un petit peu sur tous les espaces. Et c'est ce qui complexifie la façon de légiférer et de réglementer. Elle a à la fois cette possibilité, elle fait pas de bruit, elle pollue pas, elle permet d'aller vite de point A à un point B en utilisant les voies piétonnes ou cyclables, où on est un petit peu plus en sécurité, parce que c'est sans doute pour ça que vis-à-vis des voitures, ou bien parce que c'est le chemin le plus court. Et puis elle a cette faculté aussi d'aller entre deux villages pour revenir chercher le pain à la boulangerie, ou aller chercher les médicaments à la pharmacie, ou tout simplement pour venir chez le Toubi, sans polluer, pour venir du Puy, ou de Course de Montségur, ou de Saint-Vivien, et puis d'éviter d'avoir trop de bagnoles autour de la halle, et puis de faire gueuler les commerçants parce qu'il y a trop de bagnoles. Pascal, il faut nous créer des places de parking. Ça, je l'entends. Vous voyez, on est devant tous ces dilemmes-là. Donc il faut à un moment donné qu'on puisse trancher et puis qu'on puisse organiser les choses. Il faut aussi comprendre que ce décret a été pris aussi parce que les services hospitaliers font état, notamment dans les grandes villes de France, de certains accidents avec des ITPM, et parce que des piétons aussi se plaignent parfois que leur territoire, c'est-à-dire le trottoir, sont un petit peu envahis par des usagers, notamment des trottinettes, que ce soit des trottinettes parfois en free-footing ou des trottinettes utilisées par des particuliers, ou même des roues, etc. Donc j'imagine que vous, monsieur Hitt, en tant que gendarme, vous devez aussi parfois entendre les craintes, parfois même le rejet aussi des piétons vis-à-vis de ces nouvelles mobilités. À mon niveau, personnellement, parce que je ne suis pas, on va dire, confronté tous les jours à ce problème, mais il ne faut pas se leurrer, parce que les piétons, se présentent au public, vous arrivez, on va dire, sur leur territoire, c'est le sanctuaire des piétons, le trottoir. Votre nom aussi, et puis il ne faut pas se leurrer, pareil, l'accident, le mec, voilà, même des frayeurs, enfin, ça peut suffire. Et les accidents. Il faut pas se leurrer aussi. Quand les accidents commencent à être de plus en plus rares, on en parle de plus en plus, c'est que ça fait mauvaise presse. Tout va être soumis à réglementation, mais c'est aussi pour cela. Parce que, vous le disiez un peu juste avant, c'est pas parce que vous êtes bien arrivé que vous avez tort. Voilà, il faut tout ça à encadrer. Les accidents sont plus on va avoir de monde, c'est pas partout, hein. Du moment que sur une de circulation, on ne manque plus, ça c'est mathématique, automatiquement les accidents augmentent. Il y a aussi des amendes de 35 € en cas de non-respect de la disposition. Ça, pour les vélos, par exemple. Ouais. Mais donc, en fait, les amendes vont aussi commencer à tomber plus lourdement dans les prochains mois, il faut l'imaginer. Du moment qu'il y aura une réglementation, de toute façon, on va attirer les ordres sur ce. Après, il y aura peut-être aussi une forme de. Voilà, dans un premier temps, on va être pédagogie. On va pas non plus. Ensuite, bien sûr, j'ai plus 3 ans plus tard. Oui, j'ai envie de parler depuis tout à l'heure, notamment à propos de ces amendes de 5e catégorie. Alors, ça me fait hurler. Alors, vous dites, on est jeune dans la création de cette loi, on connaît pas bien, c'est des nouvelles technologies, sauf que depuis quand on demanderait à un automobiliste de verser 15 000 € le prix de son véhicule, parce que il a dépassé de 10 km/h. Moi, 1985. Depuis 1985 que cette loi existe. C'est la loi Badinter qui s'appelle. Mais je comprends pas. C'est l'application de la loi telle qu'elle. En attendant de pouvoir aller plus loin, je pense que c'est ce que M. Lavergne disait. Parce que cette loi, à mon sens, va provoquer chez certains utilisateurs la mise de leur appareil carrément au placard parce qu'ils pourront même pas le revendre. Parce que une deuxième version de la loi, excusez-moi, mais pour pouvoir aller plus loin avec cette version l'allemande qui est interdite avant d'autoriser, en fait on interdit tout le monde. On va pouvoir prendre le bécane, la foutre au garage, l'encadrer, fut un temps, ici repose en super projet. En France, on n'a pas de téléphone, on a des idées, apparemment, on a plus de idées. Et on va tous pouvoir les mettre au placard. Il n'y aura plus de deuxième mois, il n'y aura plus de moyens de circuler. Enfin, les engins ne seront plus sur la route. Avant, on a réglé le problème. Mais là, il y a un problème. La loi est là pour définir les interdictions et pas pour définir. Tout est interdit. Il y a un truc, par contre, alors si en plus on nous dit chacun des maires peut localement faire un truc à sa sauce, mais ça devient merdier sans nom. Excusez-moi, je suis un petit peu cash. Et ça devient ingérable.
vraiment on devait appliquer la loi dans tous les cas, Personne n'aurait son permis. voilà. Alors, faisons une Au-delà loi, de ça, faisons une il y loi a des qui marges est de tolérance, ça s'applique absolument partout, parce que. Non, mais il y aura des exemples. Je suis Ah, mais sûr. bien sûr. Et quand je disais que les accidents, finalement, avec des conséquences très graves, ont été pris, on va dire, en exemple, je ne vais pas pleurer, en pointant du doigt, disant, c'est la faute que ça n'a pas fonctionné. Non, mais pour l'exemple, il y aura des verbalisations notoires et dans les médias, de toute façon, ça sera Il y aura une première phase de pédagogie où on dit à les forces de l'ordre, on a un travail, bien sûr, d'explication, on parlait de pédagogie de rencontre, bien sûr, d'apprentissage. Mais à un moment donné, parce que oui, c'est comme à chaque fois, ben, il y aura des opérations de coup, on va dire, voilà, c'est comme ça, la limite est là, vous dépassez, vous verbalisez, c'est sa place. Non, sincèrement, non. Enfin, la loi L'Homme, elle n'est pas arrivée à cause de ça. La loi L'Homme, elle prend plein d'autres choses qui sont encore plus problématiques. Non, du tout. Non, la loi L'Homme, effectivement, elle est dans les tuyaux déjà depuis plusieurs mois. Elle intégrait évidemment ça, puisque on avait fait remonter, il était remonté collectivement de votre part qui est la nécessité de faire un cadre. Il se trouve effectivement que il y a toujours, au moment où une loi est sous le feu des projecteurs, où certains articles sont sous le feu des projecteurs, ben, il y en a quelques-uns, effectivement, qui se mettent en avant, pas de façon positive, et qui du coup, provoquent une surréaction, et donc, un appel à plus de prudence, à monter d'un cran supplémentaire le niveau de répression, le niveau de la loi. Mais, c'est pour tout pareil, évidemment. Quand une loi est en cours de rédaction, si effectivement il y a un problème qui se passe, qui est un petit peu farfelu, qui met en exergue un certain nombre de choses, évidemment que ça a, de par notre façon de pratiquer, les médias qui s'emparent des choses, etc., et puis tout le monde dit la sienne, donc ça, évidemment, on surréagit par rapport à ça. Mais la loi, elle n'a pas été faite comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Il y a bien longtemps qu'elle est dans les tuyaux. Mais évidemment que ça a toujours un impact. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, et c'est bien comme ça que ça se passe dans une démocratie, c'est qu'il y ait la contrepartie. Et puis que vous fassiez passer également votre discours. Quand j'entends ici des gens très responsables dire, ben oui, mais le port du casque, mais c'est normal de l'avoir. Et quand j'ai vu toutes les protections que vous aviez, bon là, on était dans un contexte un peu particulier, où en fait, il y avait un contexte un peu de compétition, etc., donc les gens, quand j'ai vu les protections qu'il y avait, je vois bien quand même que... Non mais d'accord, mais bon, moi je l'analyse. Je l'analyse ici. Oui, tout à fait, mais je vois bien, enfin, les utilisateurs quotidiens qu'on a ici, je vois bien qu'ils ont toujours le casque, etc., mais j'ai été agréablement surpris que là, dans un cadre de compétition, donc ailleurs je ne sais pas, mais je sais ici, puisque je l'ai vu dans un cadre un peu de compétition, et puis d'amusement aussi, voilà, d'être ensemble, de partager les choses, que vous étiez particulièrement protégés. Donc c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que vous êtes en capacité, par rapport à ceux qui seront un petit peu plus farfelus, de dire écoutez les gars, déconnez pas. Parce que voilà, donc c'est aussi la pédagogie, c'est le discours que tout un chacun porte en direction de ses concitoyens en disant écoutez, faites gaffe, parce que là c'est risqué pour vous, et votre comportement, s'il est démultiplié, amènera le législateur à renforcer ou à durcir. Donc il faut que chacun prenne conscience de ça, puisqu'évidemment il y a de la surréaction par rapport à des phénomènes qui sont médiatisés.